Un seul titre au menu de cette édition, la montée des couleurs au lycée Philippe Zenda Kaboré sous la présence effective du Premier ministre Marie-Christophe Dabiré et l'ensemble de son gouvernement. Bonsoir dames et messieurs et merci d'être des nôtres. Eh bien, dans le cadre des activités commémoratives du centenaire du Burkina Faso ex-Haute-Volta, une cérémonie nationale de montée des couleurs a été organisée ce matin au lycée Philippe Zenda Kaboré. En présence du Premier ministre Christophe Dabiré, du gouvernement et bien entendu des élèves de cet établissement. Prenant la parole, le Premier ministre a tenu à indiquer la particularité de cette journée en ce qu'il lui donne de communier avec l'ensemble de la jeunesse du pays. Nous l'écoutons dans cet extrait. Les élèves du lycée Philippe Zenda Kaboré sont un échantillon de cette jeunesse de notre pays. Et nous avons voulu par ce geste-là montrer à ces jeunes que si le Burkina Faso aujourd'hui, appelé autrefois la Haute-Volta, a existé, il a fallu que des aînés, des anciens se battent pour qu'il en soit ainsi. Dans mon adresse, je m'en suis tenu à donner quelques indications à cette jeunesse-là, pour leur montrer qu'ils sont l'avenir de ce pays. Je n'ai pas oublié dans mon adresse les anciens qui sont à l'origine de la formation, les enseignants qui se battent au quotidien pour transmettre le savoir à ces jeunes-là. Je n'ai pas occulté le fait qu'ils travaillent dur pour qu'il en soit ainsi. Mais j'ai voulu montrer là-bas, à travers mon adresse, la symbolique de cette journée qui doit être la journée de réflexion pour les jeunes qui, en regardant derrière l'histoire de notre pays, des combats qui ont été menés par les aînés pour que nous en soyons là aujourd'hui, qu'ils se rendent compte que cette histoire doit être également la leur et qu'ils doivent puiser dans cette histoire les éléments qui doivent conforter la définition de l'avenir. Je suis vraiment heureux d'être entouré par des membres du gouvernement, les représentants de notre Assemblée nationale, les représentants des collectivités territoriales pour que nous puissions ensemble communier avec cette jeunesse-là et leur dire que le pays leur appartient, ce drapeau leur appartient, ils doivent se battre au quotidien pour le défendre, comme les forces de défense et de sécurité le font sur l'ensemble du territoire. La situation qui prévaut au ministère des Finances n'est pas passée sous silence au cours de cette cérémonie. Le Premier ministre appelle les uns et les autres à savoir raison garder et surtout mettre en avant l'intérêt supérieur de la nation. Nous l'écoutons dans cet extrait. Et dans un passé récent, nous avons connu beaucoup de difficultés. Il y a des gens qui ont pensé que le pays allait sombrer dans le néant. Mais nous avons toujours su nous donner la main pour émerger et reconstruire sur les cendres de ce pays et faire en sorte que nous puissions continuer d'avancer. Il y a quelques-uns qui, pour des raisons que nous ignorons, veulent détruire les finances de ce pays. Mais nous leur disons tout simplement qu'il faut qu'ils reviennent à la raison et qu'ils sachent raison garder, parce que les difficultés au niveau national, c'est tout le peuple burkinabé qui connaît ces difficultés. L'insécurité, c'est tout le pays et c'est tous les Burkinabés qui connaissent cette insécurité-là. Et nous devons nous donner la main pour combattre cette insécurité, pour recréer les situations de stabilité qui doivent nous permettre d'aller vers le développement économique et social. Il faut qu'ils prennent conscience de cela et je les appelle à la raison, qu'ils reviennent avec nous pour que nous puissions travailler ensemble. Et je dis, il n'y a pas de problème sans solution. Chaque fois qu'un problème est posé, si l'on accepte de s'asseoir autour d'une table pour discuter, on trouvera toujours la solution au problème. Mais refuser de s'asseoir autour de la table pour discuter, ça revient à dire que nous allons vers une confrontation violente et nous ne souhaiterons pas que ce qu'il en soit ici. En tout cas, je les appelle à revenir à la raison, à savoir raison garder et à faire en sorte qu'avec le gouvernement, on puisse trouver la meilleure solution qui serve l'intérêt général au détriment de l'intérêt de chacun de nous, de l'intérêt des intérêts individuels. Voilà le message que j'ai à leur passer et je suis convaincu qu'ils entendront ce message-là parce qu'aujourd'hui, si nous voulons faire la politique de la terre brûlée, je ne suis pas sûr que nous soyons les premiers perdants.
Zoom dans cette édition sur les petits pas de l'assurance maladie en Afrique. Eh bien, dans des pays comme le Kenya ou le Cameroun, sa mise en œuvre semble être effective mais non sans difficulté. En Afrique, de nombreux pays mettent en place des politiques de couverture santé universelle pour venir en aide aux populations indigentes. Certains pays comme le Kenya sont en avance sur le continent. D'autres créent des programmes qui permettent aux populations vulnérables, notamment des zones rurales, de se soigner à $1 par mois. Augustin, un hypertendu et sans ressources pour se soigner, se rend une fois par semaine à l'hôpital de Tongébé à Yaoundé au Cameroun, l'un des rares hôpitaux où il existe un programme d'aide aux malades indigents. J'ai intégré ce programme parce que je n'arrive pas à atteindre les deux bouts. J'ai fait le secteur informel. Je n'ai pas les moyens. J'ai une grande famille. J'ai une famille de 7 enfants et 4 petits-fils. Mes moyens ne me permettent pas de me soigner. Des malades comme Augustin, le personnel médical accueille des centaines par jour et peu de patients ont une assurance maladie. Nous avons beaucoup de personnes qui sont incapables de payer des médicaments et les frais médicaux. Nous avons beaucoup de personnes qui ont besoin de médicaments. On compatit, mais nous sommes incapables de les satisfaire parce qu'il n'y a pas de couverture santé universelle. Au Cameroun, le gouvernement et la firme pharmaceutique Norvatis ont initié un programme d'aide aux malades indigents qui permet de soigner les maladies non transmissibles telles que le diabète, l'hypertension, les cancers des seins et les maladies respiratoires chroniques. Il y a un impact fort déjà pour ce programme-là au niveau du Cameroun, qui est le premier pays où nous l'avons lancé. Le Nigeria emboîte le pas au Cameroun et nous espérons toucher au niveau du Nigeria au moins 5 millions de personnes. Beaucoup d'autres pays montrent un intérêt. C'est le cas par exemple du Burkina Faso, c'est le cas du Ghana, c'est le cas de la Côte d'Ivoire. Et nous espérons que d'année en année, le programme pourra toucher un maximum de pays, un maximum de populations dans nos régions. L'OMS évalue à plus de 110 millions le nombre de personnes en Afrique qui n'ont pas accès aux soins de santé de base. Face à cette alerte, les professionnels de la santé, les ONG, la société civile et le secteur privé ont engagé à Kampala en Ouganda une réflexion sur la nécessité pour les États africains de mettre en place des politiques de couverture santé universelle pour aider les populations à faible revenu. Le Kenya a déjà une longueur d'avance sur les autres États. Les Kenyans savent qu'on veut atteindre la couverture santé universelle. Le président veut que tout le monde ait une couverture santé universelle et ça doit se faire avant 2023. Maintenant, comment va-t-il faire si nous n'avons pas de ressources? Le pays n'a pas de ressources et 80% de la population travaille dans le secteur informel. Comment recouvrer les taxes pour assurer leur santé? Le principal défi pour les États africains reste la mobilisation des ressources financières pour l'achat des médicaments et leur acheminement, notamment dans les zones reculées où les populations n'ont généralement pas accès à des services de santé. La firme Monsanto, reconnue responsable des souffrances de Paul François, du nom de cet agriculteur français intoxiqué en 2015 par un produit de la firme. Depuis, il souffre de troubles neurologiques. C'est une troisième victoire judiciaire pour l'agriculteur français Paul François dans le long combat qu'il mène face à la firme américaine Monsanto, filiale du groupe allemand Bayer. Cet homme a été intoxiqué en 2004 par un désherbant. En ouvrant une cuve au cours d'un épandage, il avait inhalé des vapeurs de l'assaut. Il souffre depuis de graves troubles neurologiques et a été longuement hospitalisé. Ce jeudi, Monsanto a été reconnue responsable par la Cour d'appel de Lyon du dommage causé à cet homme. Elle a précisé avoir pris cet arrêt sur le fondement de la responsabilité du fait de produits défectueux, comme réclamé par la Cour de cassation. Dans son arrêt, la Cour reproche à Monsanto de ne pas avoir apposé sur l'étiquetage et ou l'emballage du produit une mention sur la dangerosité spécifique des travaux dans les cuves et réservoirs. Comme attendu, elle n'a pas statué sur d'éventuels dommages et intérêts qui feront l'objet d'une procédure distincte devant le tribunal de grande instance de Lyon. Elle a en revanche condamné Monsanto à verser 50 000 € de frais d'avocat à l'agriculteur.
Maître Jean-Daniel Bretzner, l'avocat de Monsanto, regrette cette décision. Il renvoie la responsabilité sur le producteur Monsanto Europe, insistant sur le fait que Monsanto France n'a jamais rien produit. Il n'exclut pas un pourvoi en cassation. Paul François avait déjà obtenu gain de cause en première instance en 2012 et en appel en 2015. Mais Monsanto s'était pourvu en cassation avant que l'affaire soit de nouveau examinée devant la Cour d'appel le 6 février. Au Soudan, on annonce la démission du président Omar el-Béchir en poste depuis 30 ans. Depuis près de 4 mois, des protestations dirigées initialement contre la hausse du prix du pain se sont transformées en contestation du régime. Des milliers de Soudanais affluent au siège de l'armée qui abrite aussi la résidence du président à Khartoum. L'armée doit faire une annonce importante. Omar el-Béchir aurait démissionné. C'est du moins ce qu'a affirmé un ministre de l'économie de l'État du Darfour du Nord à la chaîne Al-Hadat basée à Dubaï. Des sources soudanaises auraient confirmé l'information et expliqué à l'agence de presse Reuters que le président Béchir était sous bonne garde à sa résidence. Des soldats soudanais auraient aussi lancé un raid au siège du mouvement islamique, la branche idéologique du parti du Congrès national mené par Omar el-Béchir. Depuis près de 4 mois, des manifestations dirigées initialement contre une hausse du prix du pain se sont transformées en contestation du régime d'Omar el-Béchir, au pouvoir depuis 30 ans au Soudan. Ces scènes de liesse auraient été tournées par des protestataires à Khartoum ce matin. De la musique est diffusée à la radio nationale. Des portraits de Béchir sont arrachés dans les rues. Dames et messieurs, c'est ici que nous mettons un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une excellente soirée en compagnie des programmes de la télévision de la famille. Dieu bénisse le Burkina Faso.